Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Allez, soyez honnêtes, est-ce que parler de finances dans le couple vous est venu naturellement? Parce que moi, pas du tout. Quel enfer d'aborder ces sujets! Et puis un jour, en vrai, j'ai compris, ce n'est pas un enfer, c'est primordial. C'est essentiel surtout en tant que femme. Oui, nous vivons dans une société capitaliste qui est imparfaite, mais en attendant, l'argent reste un aspect central de notre vie. Dans cet épisode, je vous propose d'aller encore plus loin et de vous poser une question essentielle. Combien coûte vraiment l'amour dans un couple ? Lucille Quillet, journaliste et autrice du livre Le prix à payer, montre comment l'amour, les enfants et le quotidien ont un prix que les femmes paient trop souvent seules. On parle ensemble d'argent, de carrière freinée, de charge mentale qui écrase et de ce monde du travail encore taillé sur mesure pour les hommes. Ce que vous allez apprendre va peut-être vous bousculer, peut-être bousculer votre propre vision de votre couple et de votre organisation familiale, mais c'est fait pour ça, le podcast. Un épisode pour comprendre, mais surtout pour ouvrir les yeux sur ce que chacun et chacune d'entre nous peut mettre dans la balance de l'équilibre, plutôt l'harmonie familiale. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Lucille. Salut Clémentine. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast, vraiment. J'ai dévoré, alors j'avais lu l'autre livre, mais j'ai dévoré la BD parce que c'est fun en fait, en vrai, à lire. C'est drôle, très très imagé, donc c'est le prix à payer. J'ai un peu envie de le mettre dans les mains de tous les hommes de ma vie, qui puissent comprendre. Vous avez réussi ensemble avec Tiffany Cooper à mettre en image aussi des concepts qui font un peu lever les yeux au ciel, genre ah oui c'est bon l'inégalité homme-femme, ça va, tu vois. Et je trouve que avec une BD t'es là. Ah oui. C'est plus dur de contre-argumenter, tu vois ce que je veux dire, dans la façon dont vous l'avez mis. On s'est beaucoup appuyé sur le quotidien qu'on connaît tous et toutes. Donc en fait, les parades habituelles, les petites conversations anodines, elles y sont pour illustrer des choses plus grandes que nous, des inégalités systémiques. Donc c'était le but de rentrer un peu par l'intimité des gens, en fait, c'est vrai. Ouais, et par la banalité du quotidien, en fait, aussi. Qui révèle beaucoup de choses qui sont ni banales, ni intimes, mais qui sont politiques, enfin qui sont des choses beaucoup plus grande que notre vie à deux, en fait, en couple. Alors aujourd'hui, donc, tu parles de pourquoi le couple hétéro appauvrit les femmes et nuit à l'amour. Et on va aussi bien s'intéresser à la partie pourquoi la parentalité appauvrit les femmes et nuit à l'amour. Parce que clairement, c'est un des aspects assez costauds dedans. Mais déjà, pourquoi est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser au couple et à l'argent ? Parce que moi, je suis spécialisée plus à la base sur la carrière des femmes. Moi, j'ai commencé à écrire en 2014, à peu près, là-dessus, parce que je trouvais qu'on parlait pas beaucoup du travail des femmes, donc si tu veux, j'avais envie de creuser ce sujet. Et avec un prisme très empowerment de pourquoi est-ce qu'on a pas la même carrière que les hommes, quels sont les codes, comment on y arrive, nanana et tout. Et en fait, quand tu fais plein d'interviews de femmes qui te parlent de leur travail, au bout d'un moment, la vie privée arrive comme le gros caillou dans la chaussure. J'ai mes enfants à aller chercher, mon conjoint a une bonne opportunité ailleurs. Si tu veux, je voyais à quel point l'intime, du coup, et notre vie de couple, et les ajustements qu'on fait à deux quand on est dans un couple hétéro, parce qu'on a chacun une répartition des rôles un peu genrée, combien, en fait, ça venait être un frein à la carrière des femmes. Dans une définition de la carrière très, très masculine, où on travaille beaucoup, on fait des gros horaires, on est très impliqués, tout ça. On reviendra peut-être après. Donc je me suis dit, mais en fait, on est dans des stéréotypes un peu clichés encore sur les femmes et l'argent, comme quoi on est un peu
entretenus par nos mecs parce qu'ils gagnent plus que nous, ils dépensent plus que nous, on travaille moins, on est plus souvent à temps partiel, on s'occupe plus des enfants, mais du coup on a moins de pression au travail. On a de la chance. Et il faut pas trop parler d'argent. Et en plus, les femmes sont nulles en argent. Évidemment. Bien sûr, c'est bien connu. Elles ne savent pas compter, tu vois. Et voilà. Donc, on était un peu dans ces idées-là. Et en fait, moi, je me disais, mais si on parle pas de l'argent qu'on a et qu'on dépense, parce que là, forcément, dans 75% des couples, c'est monsieur qui gagne le plus. Et en moyenne, en France, tu as 42% d'écart de revenus au sein des couples. Donc, tu dis, on a moins d'argent, vaut mieux faire profil bas. Mais quand tu parles de l'argent que tu n'auras pas, à cause du couple et de la famille, là, ça devient intéressant. Là, boum, la balance se rééquilibre, se rééquilibre pas, se déséquilibre complètement de l'autre côté. Et je me suis dit, mais en fait, on perd énormément d'opportunités. Le temps qu'on dépense gratuitement pour la famille, pour tu vois, notre vie privée, pour arranger tout le monde, c'est du temps qui nous rapportera pas d'argent. Après, il y avait plein d'autres constats, si tu veux, de mon activité de journalisme liée aux dépenses liées au corps, à la contraception, si tu veux, de tout ce qu'on fait comme effort pour être en couple, pour être bien en couple, pour que ça tienne. Et je me disais, et dans tout ça, on nous dit qu'on profite un peu de l'argent des hommes, alors qu'en plus, moi, ce qui me faisait un peu hurler, c'est que les filles de ma génération faisaient 50-50. Tu vois, et j'étais là, mais en fait, pourquoi on fait 50-50, tu vois, parce qu'on défend un peu notre honneur de féministe, de dire je suis pour l'égalité, donc je l'applique chez moi, mais quand tu appliques une égalité qui n'existe nulle part ailleurs, tu te fais juste arnaquer et tu enrichis les hommes au nom du féminisme. Donc moi, ça ne va pas du tout. Donc c'est pour ça qu'en fait, de fil en aiguille, de petites constatations après petites constatations, je me suis dit, mais cette histoire du couple et de l'idéal du couple, parce que tu peux perdre beaucoup d'argent pour un idéal que tu ne vivras pas forcément ou pas toute ta vie. Ou voilà. Ça nous coûte beaucoup d'argent. On en dépense beaucoup. On en perd beaucoup dans le sens où on n'en touchera pas beaucoup pour satisfaire l'équilibre du couple. Et puis après, tu as plein aussi de règles administratives, d'État, de trucs qui sont un peu embêtants comme ça. On se dit, phobie administrative, j'ai pas du tout envie de regarder ça. Mais il y a aussi, si tu veux, des règles d'État qui font qu'au moment où tu distribues des aides familiales, des prestations sociales, en fait, là aussi, il y a des inégalités liées au couple qui défavorisent les femmes. Donc, il y avait quand même un gros sujet. Donc voilà, donc ça m'a amené à écrire Le prix à payer. Donc, l'essai, il est sorti en 2021. Et on a sorti la BD avec Tiffany l'année dernière. Ouais, je vous montre, si vous regardez sur YouTube. Voilà, une couverture qui ne fait pas peur. Qui montre de l'amour. Voilà, vraiment de l'amour. Ce n'est pas un livre contre l'amour, ce n'est pas un livre contre les hommes. Non, c'est une constatation assez brute et brutale, en fait, même, j'ai envie de dire, de la réalité de la société et des règles qui nous entourent, dans lesquelles on vit toutes et tous et qui font bénéficier une certaine catégorie de la population qui n'est pas la nôtre. Oui. Et encore, nous sommes des femmes blanches, mais qui favorisent aujourd'hui l'homme dans son statut social, en fait. Pas en tant qu'être humain, parce qu'il est homme, mais ce groupe social est... Bien sûr. A des avantages que nous n'avons pas et on va le détailler, en parler. Donc, tu as enquêté, c'est très sourcé, il y a plein de chiffres, tout ça, c'est très intéressant parce que c'est concret, comme tu disais, sur ce thème de l'argent qui reste quand même un tabou monstre dans le couple. Ouais. C'est quand même ce truc qui est là tous les jours, l'argent, mais dont on ne parle pas. Et t'expliques surtout que pour une femme, parler d'argent, ça va pas être vu de la même manière que parler d'argent pour un homme. Est-ce que c'est ça aussi la première raison qui fait que c'est un tabou ? Oui, déjà, l'argent, c'est pas un sujet glamour. Clairement, tu vas pas séduire quelqu'un en parlant d'argent. Les hommes pensent que si. Alors, voilà. On arrive du coup au double standard. Bon, déjà, on est dans ce précepte de quand on aime, on ne compte pas. Qui est vraiment juste la pire arnaque, quoi. Parce que, voilà, je trouve que ça dit combien, au nom de l'amour, tu dois t'oublier, particulièrement quand t'es une femme, ne pas compter, être dans le don, alors que, selon moi, peut-être que j'ai tort, mais selon moi, tu peux être aimé pour qui tu es. Tu peux être aimé pour défendre ton individualité. Aussi, dans le respect de ton individualité, en respectant tes besoins. Et la personne qui t'aime, elle n'est pas censée vouloir tirer avantage de toi, ou que tu sois lésé, ou que tu ne sois pas protégé en cas d'accident de la vie. C'est pas forcément, tu vois, les hommes manipulent les femmes pour se faire plein d'argent. C'est pas ça, c'est beaucoup plus insidieux.
parfois. Mais quand tu ne parles pas d'argent, quand tu comptes pas, et si t'arrive un accident, une disparition, pas que la séparation, il y a des vraies conséquences économiques. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Parce que, déjà, l'argent, c'est pas un précaré féminin. On apprend aux garçons à désirer, pour avoir une vie réussie, avoir de l'argent, de la puissance, une carrière. C'est à travers ça que la masculinité, elle va être réussie, elle va être aboutie. Voilà, tu coches les petites cases. Pour une femme, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est vrai, on nous apprend qu'une vie réussie, c'est avec quelqu'un qui vous aime, si possible un homme, plutôt quand même, avoir des enfants, être apprécié des autres, être dans le don, mais pas dans le care, voilà, mais pas avoir amasser de l'argent, de la puissance, de l'argent, de l'indépendance. Moi, l'exemple, et on l'illustre d'ailleurs dans la BD, l'exemple type, c'est tu prends une femme de 55 ans qui a super bien réussi, qui est PDG, qui a de l'argent, de la puissance, mais qui n'a pas de mari, pas d'enfant. On va dire oui, bon, bah, c'est bien, mais bon, quand même. Et c'est là où ce truc de « mais bon quand même », ça, c'est l'expression de la norme. Le « mais bon quand même ». Tu sens qu'il y a un truc qui coince. Tandis que tu prends un homme de 55 ans qui a réussi, qui a de l'argent, qui n'a pas de femme, pas d'enfant, on va dire « oui, mais bon, c'est un visionnaire passionné, qui s'est dédié corps et âme à sa carrière, un hédoniste, peut-être un don Juan, qui a profité sans attache, tu vois, l'homme libre ». Donc tu vois du plein pour les hommes, là où tu vois du vide pour une femme. Donc ça, c'est quand même hyper dur. Donc évidemment, quand tu grandis avec ces deux prescriptions-là, un petit peu, ces deux partitions, bah, quand tu arrives en couple, tu te dis que l'argent, c'est pas ça qui est important. Et c'est pas ton sujet. Parce que traditionnellement, c'est les hommes qui gèrent les comptes, c'est les hommes qui payent les impôts. Alors, maintenant, on a le prélèvement à la source, donc ça a quand même un peu changé. Mais c'est les hommes qui font la gestion de l'argent. Et plus tu as d'argent dans un foyer, plus c'est les hommes qui font cette gestion-là. Et donc, les femmes sont parfois même dans l'ignorance totale de où est placé l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec quoi. Voilà. Et là encore, je te parle de quand on a de l'argent en commun. Mais parfois, maintenant, c'est aussi complètement séparé. On est moins mariés. Alors moi, je suis pas pro-mariage. Si tu veux, je m'en fous. Les gens font bien ce qu'ils veulent. Mais il faut quand même savoir que le mariage, c'est ce qui te protège le plus en cas de séparation et en cas de décès. Et aujourd'hui, bah, tu as plein de couples donc, qui font 50-50 alors qu'ils n'ont pas les mêmes revenus et qui font pas les mêmes tâches domestiques et parentales. Ça, on y reviendra peut-être. Voilà. Ils sont pas mariés. Donc, en cas de séparation, en fait, tu as mis plus dans le pot commun alors que tu avais moins. L'autre a pu plus s'épargner. Et tu repars avec rien. Et tu n'as pas de reconnaissance et tu n'as pas de protection. Donc, c'est comme si les hommes pouvaient gagner encore plus d'argent sans même partager au final. Tu vois, moi, j'ai quand même cette pensée que nos grands-mères ou arrière-grands-mères qui étaient, pour beaucoup, mères au foyer, mariées en communauté de biens, donc c'est pas une situation forcément enviable parce qu'elles n'avaient pas le choix de travailler, pas travailler, être femme au foyer ou pas, mais elles étaient mieux protégées que nous. Parce que quand elles divorçaient, elles avaient droit à 50% et ça ne se discutait pas, tu vois. Bon, après, ça n'empêchait pas sans doute des petits placements, tu vois, cachés, discrets, et voilà, dont elles n'avaient pas conscience. Mais quand même, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'illusion, je trouve, d'égalité où on peut tous travailler, chacun fait ce qu'il veut, chacun assume son argent et ses choix. Et quand tu te sépares, bah fallait réfléchir avant. Et c'est ça qu'on dit aux femmes. Et c'est là où c'est aussi très hypocrite parce qu'on ne nous incite pas à parler d'argent. On nous dit que si on parle d'argent, bah, ça va faire femme vénale, intéressée, menthe religieuse, calculatrice, pas vraiment amoureuse. Puisque du coup, bah, quand on aime, on ne compte pas. Donc, si tu parles d'argent, c'est qu'il y a autre chose derrière. Mais qu'au moment d'une séparation ou quand tu te retrouves en précarité économique, voilà, après un accident ou une séparation, on va te dire, bah oui, mais il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir avant de passer à temps partiel. Il fallait réfléchir avant de ne pas se marier. Il fallait réfléchir avant d'arrêter de travailler, poursuivre ton conjoint, je sais pas où et tout. Donc tu dis, attends, il y a quand même une grosse embrouille. On nous dit de pas en parler et après, on nous remet la responsabilité dessus. Il y a une double injonction paradoxale. Ça ne va pas. En fait, tu n'es jamais gagnante. C'est toujours de ta faute. Et voilà. Donc évidemment que parler d'argent pour une femme, c'est pas pareil. Pour un homme, on trouve ça légitime, vu qu'ils en ont plus. Et qu'ils doivent se protéger de la femme vénale. Et bah, du coup, ils ont quelque chose à protéger.
Et puis, ils doivent s'assurer qu'on les aime vraiment pour eux et pas pour autre chose. Bon, il y en a qui s'en fichent. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus légitime de parler d'argent puisqu'ils ont des choses à protéger. Et c'est vrai que ce double standard nous pénalise, nous, en fait, d'entrée de jeu dans la vie adulte. Et tu vois, moi, qui suis mariée aujourd'hui, j'ai toujours trouvé bizarre, alors qu'aujourd'hui, je ne dirais plus jamais ça, les gens qui faisaient un contrat de mariage pour se protéger. Genre, pour moi, c'était, tu t'aimes, tu mets tout en commun. Ouais, où il n'y a pas de question, il n'y a rien à négocier. Moi, aujourd'hui, je suis mariée avec un contrat de mariage, en séparation de biens, parce que j'ai une entreprise, parce que j'ai des choses à protéger, tout simplement, et parce qu'on a décidé ensemble et on a fait un changement. Ce qui est rare, tu vois. On était mariés sous la communauté des biens et j'ai demandé à changer. Mais il faut le dire, ça, que tu peux changer et qu'en fait, tu peux faire du sur-mesure. On pense que... Ouais, mais alors franchement, le rendez-vous chez le notaire, il est rentable. Hein. Franchement, même faire un... Moi, je dis, il faudrait qu'on ait tous un rendez-vous gratuit chez le notaire. Pour comprendre. Pour poser les questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est juste des questions qu'on n'ose pas poser, mais que tout le monde se pose. Et qu'en fait, de dire là, dans notre situation actuelle, clairement, si demain, il se fait écraser par un bus, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, sans dire, il va vouloir extorquer tout mon argent et tout. Même si moi, j'ai beaucoup entendu, tu sais avec qui tu te maries, pas avec qui tu divorces. Donc, carrément, les gens changent parfois. Mais voilà, ce truc du notaire, oui, ça coûte un peu cher, mais en fait, ça peut être largement rentable, ne serait-ce que pour être bien conscient de ce qui se passe. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas une formule qui est bonne. Tu peux être en séparation de biens, tu peux être en communauté, tu peux être marié, pas marié. Moi, je dis juste qu'on n'est pas marié, voilà, on n'est pas protégé. Et le Pacs, ça sert à rien. Enfin, je suis désolée, mais ça sert... Alors, économiquement, ça peut servir à plein d'autres choses, mais pas pour ça. Symboliquement, mais pour ça. Ça sert à mettre en commun sa déclaration d'impôt. Bon, la conjugalisation de l'impôt, ça bénéficie majoritairement aux hommes les plus aisés. Donc, voilà, si ça vous bénéficie aussi, tant mieux. Mais en tout cas, ça ne vous protégera pas, tu vois, dans l'avenir. Donc, c'est quand même intéressant de parler de tout ça. Il n'y a pas une bonne formule parce qu'en plus, on a plein de... On a des besoins différents, on a des visions parfois différentes, on a un passif familial différent. Quand tu viens de familles où il y a beaucoup d'argent, où il n'y a pas d'argent, où il y a des histoires de faillite, où il y a des traumas, où il y a des séparations, où il y a eu des successions qui sont mal passées. Voilà. Donc en fait, moi je dis souvent, notre rapport à l'argent, il ne faut pas que l'autre le prenne personnellement. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. Mais de se réunir autour d'une table, ça va pas être la conversation la plus glamour du monde, c'est sûr. Mais de dire, moi, ma vision, c'est ça. Mes soucis, c'est ça. Mon besoin, c'est ça. Et du coup, j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente et tout. Juste, le couple, c'est faire des compromis aussi, tu vois. Donc, ça devrait faire partie de la liste de choses sur lesquelles on fait des compromis, où on s'écoute en théorie quand on y arrive. Voilà. Dans les trucs du quotidien. Et c'est intéressant parce que du coup, tu montres bien à travers cette BD ou le livre que le moment où on est le plus riche en tant que femme, finalement, où ça nous coûte le moins, c'est quand on est célibataire. Ouais. Alors qu'on a quand même toutes un peu, ou tous, cette idée qu'être en couple, on paye 2 fois moins d'eau, d'électricité, Internet. Ouais. Mais c'est des petites charges, en fait. Et c'est pas ça qui va, sur le long terme, faire qu'on va moins gagner d'argent. Donc c'est intéressant de se rendre compte en lisant ton livre que non, en fait, c'est quand tu étais célibataire que tu avais moins de... En fait, ça dépend de l'échelle du temps. Si tu penses au temps présent, quand tu es célibataire, que tu as un loyer à payer seul, des courses, du linge, des charges, et qu'en plus, si tu es dans la vingtaine, début trentaine, c'est pas là où a priori tu as les salaires les plus élevés. Donc, tu dis, attends, c'est pas du tout là où j'ai le plus d'argent à moi. Mais voilà, mais là, c'est vraiment si tu penses au temps présent. Si tu penses à l'échelle d'une vie, en fait, quand tu es célibataire, tu n'as pas à concilier avec les charges d'autres personnes. Tu peux maintenir ton temps de travail autant que tu veux. Tu n'as pas à faire 50-50 avec quelqu'un qui gagne plus que toi. Donc, c'est ça qui après, va biaiser le truc. Forcément, quand on est en couple, on fait des économies d'échelle. Donc, sur le moment présent, tu dis, je paye moins de loyer, je paye moins de charges, je paye moins de liquide vaisselle ou que sais-je. Voilà, très bien. Mais sur le long terme, c'est tous les petits ajustements, tout le temps de travail gratuit, et notamment de la parentalité, qui font que tu perds, tu capitalises moins. C'est ce que j'appelle, et ce qu'on a illustré dans la BD, la capitalisation long terme. C'est-à-dire que tu en as un qui maintient sa carrière comme si de rien n'était,
comme s'ils n'avaient pas de charge domestique et parentale. Donc avec un modèle ascendant, donc plus de responsabilités, plus de salaire, donc plus de chômage s'il y a chômage, plus de retraite, plus de cotisations et aussi plus de reconnaissance sociale, mais ça c'est un truc plus symbolique. Tandis que quand tu sais qu'une femme sur 2 modifie son activité à l'arrivée d'un enfant, que 94% des congés parentaux sont pris par des femmes, que 72% des tâches domestiques et parentales sont faites par les femmes. Tu as ce comparatif des heures passées aux tâches domestiques qui est juste merveilleux de l'INSEE. Je sais pas si tu veux que je le... Si, vas-y, je t'en prie. Allez, on y va. Donc, tu l'as très bien fait, la page, elle est très parlante. Ouais, si tu as le numéro de page, tu sais. J'ai pas le numéro de page, mais alors ça doit être dans le couple. Là, tu es dans le... Ouais, c'est après. Ouais, ça doit être après. En gros, alors attends, je vais expliquer. Donc, tu as l'INSEE qui a comparé le nombre d'heures passées aux tâches domestiques selon qu'on est un homme, une femme, célibataire, en couple avec un enfant. Donc, quand une femme est célibataire, elle fait 16 heures de tâches domestiques par semaine. Et un homme en fait 11. Donc là, tu dis, les femmes sont plus maniaques, nanana, c'est leur problème, ok. Quand elles se mettent en couple, elles passent à 23 heures. Pauvre. Ça fait beaucoup. Déjà, tu dis. Et eux en enlèvent 2. Donc les comptes sont pas bons, Kevin. Les comptes sont pas bons, Kevin. Et avec un enfant, elles passent à 28 heures. Elles en ajoutent encore 5 heures supplémentaires. Et eux en rajoutent juste 1. Donc, si tu as bien suivi, un mec célibataire fait plus de tâches domestiques que le père d'un enfant. Ce qui est quand même fou, quoi. Il y a un problème. Il y a un problème. Et une femme célibataire passe de 16 heures à 28 heures par semaine. Donc, tu as quand même ce temps domestique qui est conséquent. Je sais pas si tu retrouves Je n'arrive pas à le retrouver. Cette page. Tu veux que je regarde? Vas-y, je t'en prie. Ce qu'on n'a pas mis, c'est que quand tu te sépares, les femmes ont 5 heures de tâches domestiques en moins. Voilà. Donc, un homme en moins à la maison, c'est moins de travail. Moins de vaisselle. C'est presque un enfant en moins, tu vois. Elles prennent 5 heures quand elles ont un enfant, elles en enlèvent 5 quand elles sont à nouveau célibataires. Séparées, quoi. Voilà. Donc, Donc, ce temps-là vaut quelque chose parce que les hommes n'auraient jamais les carrières qu'ils ont et l'argent qu'ils ont sans le travail domestique gratuit des femmes. Donc, il faut aussi prendre en compte ce temps-là. C'est pour ça, tu vois, que même quand on parle du 50-50, très souvent on dit, et même moi j'ai dit pendant longtemps, c'est bien de faire 50-50 quand on gagne les mêmes revenus. Mais si tu pousses vraiment le truc, en fait, la logique impeccable, tu fais 50-50 dans les dépenses, si tu fais 50-50 sur tout, si tu as les mêmes revenus, si vous faites le même temps de tâches domestiques, si vous vous occupez autant de vos enfants et tout, parce que tu peux gagner un bon salaire, mais quand même faire la variable d'ajustement dans tous les sens, et tu dis oui, mais en fait, si moi j'arrêtais de faire 72% des tâches domestiques et que j'en faisais que 50, j'aurais plus de temps, je pourrais gagner encore plus. Donc tu vois, c'est... Voilà. Donc tu fais 50-50 quand tu fais 50-50 sur tout. Mais ça... On n'y est pas encore, non? On n'y est pas encore. Je pense pas. Donc en vrai, ouais. Dans la logique, ça voudrait dire que même si moi, par exemple, je gagnais plus que mon mari, si potentiellement dans notre équilibre perso, qui n'est pas un équilibre, mais je fais plus de tâches domestiques ou parentales, il faudrait qu'on paye quand même 50-50, même si je gagne plus, pour compenser les heures non rémunérées qui est le travail gratuit. Potentiellement. Mais parce qu'on ne l'imagine jamais de cette manière-là, en fait. Non. Parce que c'est pas tangible, parce que c'est du travail gratuit. Et puis c'est tes enfants. Invisible. Donc tu les aimes, tes enfants. T'es contente d'aller les chercher à la sortie de l'école et t'occuper d'eux et de... Voilà. Donc c'est dur aussi de parler de ce temps-là comme d'un truc monétisable. C'est difficile à quantifier. Ouais. Parce que on va dire oui, mais t'es pas une nounou, t'es leur mère. Bah bien sûr, mais en fait c'est juste le coût d'opportunité pour moi, c'est ça. Et en vrai, si c'était toi qui gagnait plus, qui faisait plus d'heures de travail, tu vois, est-ce que, je veux dire, rarement on pense au travail des hommes en équivalent nounou. Et on envisage leur salaire en équivalent nounou. Alors que ça, c'est quand même un grand classique, tu vois. De dire, oui, mais du coup, si tu travailles plus, il va falloir payer quelqu'un pour aller les chercher à la sortie de l'école. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, mais attends, en fait, si on partage les frais de la nounou et tout, c'est pas pourquoi ça serait tout sur mon salaire, sur ce que je gagnerais en plus. Tu vois, c'est des représentations, je trouve, qui sont... Enfin... On n'y pense même pas. C'est ancré, on ne questionne pas ce genre. C'est hyper ancré. Mais rarement, on va dire, ah bah tiens, et rarement, on se dit, ah bah si
si tu prenais pas un homme, si tu prenais pas la promotion d'après, si tu travaillais 5 heures de moins par semaine, qu'est-ce que ça nous dégagerait comme économie? Ça changerait quoi à notre vie de famille? Tu vois? Mais on ne l'envisage pas de cette on a manière-là. l'impression que c'est pas trop une option. Voilà. Ouais. Ou alors, faut que ce soit un désir profond de l'homme, du père, de dire moi, ça ne me va pas, ce modèle de carrière, j'ai envie de voir plus mes enfants. Donc là, bon, tu vois, tout le monde va applaudir en disant c'est formidable. On a besoin d'exemples comme ça. En vrai. On a besoin. Oui, bien sûr, mais c'est du ressort de son désir. Je viens de finir un nouvel essai, donc j'ai aussi beaucoup réfléchi au travail, à ce que le travail fait à la parentalité, et en parlant beaucoup autour de moi et en écoutant les femmes parler de leur travail. Moi, j'ai l'impression que notre travail n'est jamais une cause familiale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire une cause, la carrière d'un homme prend la promotion, on va se débrouiller. Son travail, c'est important. Il est fatigué, il a besoin de son temps de repos. La vie professionnelle d'un homme va irradier dans le champ familial où tout le monde va un peu s'adapter, où on va faire front ensemble et on va y arriver. Est-ce que les femmes disposent d'autant de soutien, d'autant d'écoute, d'autant de soutien, d'ajustement aussi pour leur vie professionnelle? Est-ce que c'est une cause familiale en se disant vas-y, on va être derrière toi et tout? Moi, j'ai beaucoup l'impression que les femmes essayent à elles seules de tout gérer, de tout concilier, mais que c'est leur problème à elles. Et si elles sont trop fatiguées, c'est leur problème à elles. Et c'est à elles de méditer, de faire du yoga, de se coucher plus tôt, de se réveiller plus tôt pour faire de la méditation ou je sais pas trop quoi, tu vois, enfin de gérer le dysfonctionnement. Surplus, voilà, c'est à elles de rééquilibrer seules. Et que c'est pas forcément quelque chose qui va être pris de façon collective. Et c'est dommage. Ouais, c'est ce qui fait qu'il y a autant d'inégalités aussi, puisque ça reste des sujets qu'on dit intimes alors qu'ils devraient être sociétaux. Ouais, et que ça devrait être un changement profond, Bien notamment dans le monde du travail. Ouais. Il y a des coûts invisibles, mais au final qui sont visibles sur le long terme, liés à la parentalité et qui sont souvent portés par les femmes. C'est quoi concrètement quand on devient parent, par exemple? Alors, la base de tout, c'est déjà... Alors, les coûts... Là, tu me parles des coûts financiers? Ouais. Bon, alors, le coût de la grossesse. Parce qu'on ne parle pas de tout ça. On ne parle pas de tout ça. Allons-y. On dépense beaucoup pendant la grossesse dans des petits trucs comme ça qui paraissent anodins ou aussi parfois pour répondre à des injonctions ou de la pression de il faut mettre telle huile anti-vergeture, il faut faire tel exercice, il faut faire tel cours de sophrologie, il faut faire des cours d'autonomie, du yoga prénatal. Bon, t'es pas du tout obligé de faire tout ça. Mais parfois, on te le recommande fortement. Tu vois, l'acupuncture, les trucs, bon. Il y a des trucs qui sont utiles dans ce que tu dis, pour l'avoir fait. Bien sûr. Mais comme moi tu aussi, dis, ça devient une charge pour la femme. Mais en fait, est-ce que c'est partagé? Voilà, c'est ça. Là, on parle purement des coûts. Tu peux faire tous les trucs que tu veux pendant la grossesse, ça, c'est pas... Mais est-ce que c'est partagé? Moi, j'ai un enfant et je l'ai eu après avoir écrit le prêt à payer. Donc, j'avais un peu cette curiosité-là. Donc, j'ai fait un petit tableau Excel de radine de la grossesse, tu vois, voilà, où j'ai listé tout ce que j'avais dépensé en trucs non remboursés, les leggings de grossesse, les huiles, les compléments alimentaires, les trucs anti-vomitifs, là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, tous ces petites choses qui font que, voilà, et tu vois, j'arrivais quand même à un total de 1 500 €, ce qui... Pour certaines personnes, ce ne sera pas important. Pour d'autres, ce sera énorme. Bon, il y en a qui n'achèteront pas tout ça et tout. Mais en fait, tu vois, voilà. Et moi, j'ai dit à mon conjoint, moi, j'ai quand même payé tout ça, tu vois. En plus des potentiels désagréments physiques de la grossesse, qui ne résument pas ce qu'est une grossesse. Moi, j'ai adoré ce moment-là, tu vois, à titre personnel. Je le revivrai avec grand plaisir et tout. Mais il y a quand même... Tu vois, Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et puis, il y a des choses quand même pas cool. Ça coûte de l'argent. Et puis, le premier trimestre de la grossesse. Enfin, pardon, mais... C'est dur. C'est quand même... Enfin, moi, j'ai servi à rien pendant 1 mois. Hein. Tu vois, je dormais énormément. J'avais des nausées le matin. Voilà, il ne s'agit pas de moi, mais je pense que c'est l'expérience d'énormément de femmes. J'en réfère au livre de Judith Aquin, 3 mois sous silence, qui parle de ce tabou du premier trimestre de grossesse qu'on nous demande de cacher.
Donc en fait, tu dois travailler comme s'il se passait rien, alors que tu es quand même complètement. Enfin, là-dedans, c'est tu fabriques un être humain, quoi. Tu fabriques un être humain, donc c'est quand même un petit peu quelque chose. Donc voilà, donc tu as le coût de la grossesse, le congé maternité. Alors déjà, 16 semaines, 8 semaines obligatoires pour les femmes, jusqu'à 16 semaines facultatives. Pour les hommes, c'est 7 jours obligatoires, 28 jours facultatifs. Donc déjà, tu as un écart. Et cet écart-là, il y a beaucoup de choses qui vont s'ancrer là-dedans. Des inégalités professionnelles, parce qu'on va considérer qu'un congé maternité, c'est le bout du monde en termes d'organisation. Alors qu'en fait, ça, c'est juste des managers qui ne veulent pas faire leur travail, qui est de manager, de gérer des calendriers, de combler des trous, de trouver des remplacements. Ces gens sont payés pour faire ça, tu vois. Mais une femme qui part en congé mat, c'est le Judas de l'entreprise, tu vois. C'est vraiment genre, comment tu peux nous faire ça ? Ça va être extrêmement problématique. Tu l'annonces, t'es à moitié désolé. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors que c'est quand même très banal de faire des enfants et qu'en plus, les managers en question qui vont y voir un gros problème ont probablement, eux, des enfants, mais visiblement, ils ont oublié. Voilà. Donc ça ancre des inégalités. Et puis après, ça ancre des inégalités domestiques dans l'apprentissage voilà, comment est-ce qu'on s'occupe d'un bébé, qui sait faire quoi, qui reconnaît les pleurs. Donc on met ça sur le compte de l'instinct maternel inné, alors qu'en fait c'est de l'apprentissage. Ça a été démontré que ça n'existe pas, l'instinct maternel. C'est le temps que tu passes avec ton bébé qui fait que tu développes ses capacités. C'est de l'apprentissage. Donc ça, évidemment, ça crée... donc il y a des coûts économiques, ça crée des inégalités. Professionnellement, tu vas... et tu en sais quelque chose, tu vas y perdre. Donc, c'est quand même pas anodin. Et puis après, il y a toute la question de la flexibilité. Qui va chercher les enfants à l'école ? Qui s'occupe des enfants pendant les trous du mercredi ? Tu vois, c'est quand même des... Alors ça, j'en parle dans mon nouveau livre parce que c'est pas forcément qu'une question de couple. C'est aussi le monde du travail qui est formaté par les hommes, pour les hommes, avec une culture du présentéisme et des gros horaires, qui sont dans l'indifférence totale du temps parental et du temps de famille et du temps même de la vie tout court. Quand tu as 5 semaines de vacances par an et que tu as 16 semaines de vacances scolaires, ça fait quand même un gros trou à combler. Quand tu peux mettre même avant ça, tu as un bébé, tu peux le mettre à la crèche. Il y a plein de crèches, c'est à partir de 3 mois et demi. Mais toi, si tu as pris ton congé mat normalement, tu dois retourner travailler à 2 mois et demi. Donc, il se passe quoi pendant 15 jours, 1 mois ? Ton enfant, il est où ? Tu vois. Et ça, c'est si tu as une place en crèche. Parce qu'il manque quand même 230 000 places en crèche aujourd'hui pour répondre aux besoins immédiats en France. Et si tu voulais, par principe, proposer une place pour chaque enfant, il faudrait en créer 600 000. Ouais, mais après, moi, sur ça... Je pense que la politique, elle est juste mauvaise, c'est qu'on devrait pouvoir passer plus de temps avec nos enfants. Voilà. Et que le besoin, il est ailleurs. Voilà. Donc tu ça, vois, c'est intéressant. Donc et qu'on n'a pas tant besoin de plus de crèches, mais plus de temps avec nos enfants. Donc, et comme tu dis, là, le monde du travail n'est pas adapté. Voilà. Parce que du coup, ensuite, tu dois faire ton adaptation à la crèche. Ouais, ça, c'est vrai que... je l'ai lu ton livre, c'est vrai que c'est 2 semaines d'adaptation, parce qu'il y en a, c'est 2 semaines. Ouais. Tu fais quoi en attendant quand tu dois aller 1 heure, 2 heures ? Donc, c'est quand même compliqué. Et puis après, un petit bébé, on te dit... c'est un petit bébé, donc c'est quand même pas terrible de le mettre de 8h à 18h à la crèche. Et c'est vrai. Enfin, voilà. Et puis, physiologiquement, en a tout cas, leurs priori, besoins. T'as aussi un peu envie de le voir, quoi, vu que c'est ton enfant. Donc là, comment tu fais ? Parce que le travail, on t'attend comme si de rien n'était. Et puis après la crèche, ce sera... ce sera l'école qui termine à 16h30 et les mercredis vides. Et comment on fait ? Donc là, et la logique, ce que je détaille dans le livre, la logique, c'est refourguer son enfant. C'est pas réduire le temps de travail, comme on le fait dans les pays scandinaves, où à 16h, 17h, tout le monde part parce que la vie continue. La logique, encore aujourd'hui en France, c'est refourguer son enfant. Donc, premier réflexe, les grands-parents. Bon, et quand on dit les grands-parents, on dit les grands-mères. Bon, il y a des générations de grands-parents aujourd'hui. Ouais. Bon. Ok. Non, je sais que dans les chiffres, c'est quand même les grands-mères. Après, non, mais ils les gardent à 2, mais qui va faire les trucs, tu vois ? Bien sûr, le travail domestique. Voilà. C'est les petits pots, les couches, le coucher, les pleurs la nuit. Bon, il y a des hommes qui le font, faut pas non plus les faire passer pour des vieux diables, mais quand même, majoritairement, ce sont plus les grands-mères qui le font. Et là, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que le travail, comme il est formaté aujourd'hui, il peut tourner grâce
au travail gratuit de femmes non D'autres rémunérées. générations. Et en plus, au travail gratuit de femmes qui l'excluent. Parce que les femmes seniors, elles sont foutues au placard 3 fois plus vite. Enfin, foutues au placard, même foutues dehors, tu vois. Voilà. Et c'est tellement pas adapté pour les femmes, même pour des jeunes mères, que du coup, souvent, la conséquence, c'est de passer à temps partiel ou à 80%. Et voilà. Et on va dire, oui, mais du coup, elles ont lâché la rampe, elles ont abandonné la course. Oui, mais en fait, c'était pas possible. Mais cette logique de refourguer son enfant, tu vois, pareil, il y a le périscolaire, il y a le centre aéré. Vas-y, c'est bon, t'as des solutions. Oui, mais en fait, si c'est arrivé chez soi à 19h avec un enfant qui se couche à 19h45 ou 20h, du coup, c'est quoi ton temps de vie parentale dans la semaine? Voilà, donc ça, c'est tous les parents connaissent ça. Hommes et femmes. Et il y en a... j'ai plus le pourcentage en tête, mais tu as un pourcentage hallucinant de parents qui disent qu'ils considèrent qu'ils ne voient pas assez leurs enfants. Donc, c'est pas que une question de mode de garde. C'est aussi une question du temps de travail. Mais du coup, dans cette course folle, parce qu'en plus, ces modes de garde ont un coût, même si parfois on considère que c'est pas très élevé, le périscolaire ou les centres aérés. Pour certaines familles, c'est rédhibitoire. Donc, quand même. Mais donc, la conséquence, c'est que souvent, les femmes ajustent leur temps de travail. Ce qui n'est pas un mauvais choix, si tu veux. C'est là où Moi, j'aime bien ce que tu dis dans le livre, parce que tu dis les femmes ont compris que la vie de famille, elle n'est pas obligée de passer après le travail. C'est absurde de dire ça. Mais les hommes font passer la vie professionnelle. Mais parce qu'on leur dit que leurs valeurs, ils seront des bons hommes. Bien sûr. Parce qu'ils ramèneront le plus d'argent et parce que leur rôle, c'est d'être le breadwinner. Celui qui ramène le pain à table. Et qui remplit le frigo. Donc, c'est triste pour eux parce que c'est un manque à gagner, tu vois, qui regretteront probablement plus tard. Parce que, comme tu le disais à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, qu'à la fin de ta vie, tu dis pas « j'aurais dû plus travailler ». Tu dis « non, en fait, j'aurais dû plus profiter des moments avec les gens que j'aime ». Donc voilà, mais ce temps-là de travail, du coup, moi, je trouve que c'est pour ça que c'est... Parce que tu vois, après la sortie du prix à payer, quand je faisais des interviews ou des rencontres, on me disait beaucoup du coup, il faut vraiment s'accrocher à son travail, pas lâcher, pas passer à temps partiel. Et j'étais là, non. Enfin, ça me paraît pas être aussi... Ça me paraît trop années 80 comme argument, tu vois. C'est parce que passer à côté de ces moments-là, pourquoi ? Pour cotiser, en fait, pour ton chômage et ta retraite. Alors, ça n'enlève rien au fait que c'est de l'injustice économique, si tu veux, et qu'on mériterait d'être plus protégé et que notre travail soit mieux reconnu. Mais est-ce que la solution, c'est de bosser comme des hommes ? Non, parce qu'en fait, c'est un peu triste. Ils passent à côté plein de choses. Et les femmes ont compris que tu profites pas quand t'es speed tout le temps. Donc, passer à 80% ou passer à temps partiel, moi, c'est pas des choix que je critique. Mais parfois, on se sent piégé, en fait. Tu sais, cette sensation de on va dire, elle a lâché la rampe, elle a abandonné, juste la mauvaise élève de l'égalité, tu vois. Dans ton couple, tu te sens piégé. C'est-à-dire que tu sens ton conjoint ou ton mari progresser dans sa carrière, en plus souvent dans la trentaine, quarantaine, c'est ce qui se passe, gagner plus d'argent. Et toi, tu dis, mais moi, ma valeur, c'est le temps et j'ai envie d'être avec mes enfants. Et d'un côté, tout ce que je fais a l'air acquis. Ouais, et du coup, je sais que je vais financièrement, comme tu dis, on n'est pas reconnu à la valeur. Et potentiellement dépendre. Et tu vois, donc tu dis, c'est quoi la solution ? En fait, c'est comme... c'est très injuste parce que c'est comme si tu devais faire le choix entre profiter de mes enfants, mais m'exposer à de la dépendance économique. Et si un jour je veux partir, je pourrais peut-être pas. Ou maintenir mon indépendance, mais passer... pas à côté, tu vois, mais... Voilà, ce qui fait sens pour moi, je dois le faire passer au second plan. Et c'est vrai que c'est absurde quand on dit les femmes, du coup, font passer leurs enfants avant leur carrière. Mais c'est pas absurde, en fait. C'est à quel moment, tu vois, on est censé et puis, faire tout passer avant... Et j'aimerais juste le dire quand même, c'est qu'il y a des périodes de vie, la petite enfance de nos enfants, hommes et femmes, on devrait pouvoir bénéficier de ce temps du travail pour profiter de leur... Ça passe vite quand même, mine de rien, c'est les 6, 7, 8 premières années. Après, tu vois, aujourd'hui, ma fille qui a 8 ans, quand je viens à 18h la chercher à la garderie, elle fait la tête, tu vois. Ah ouais. Genre, c'est trop tôt, ma fille de 2 ans, quand j'allais la chercher à la crèche, elle me faisait... Non, maman, va loin. Elle voulait continuer de jouer avec ses copines. Puis bon, après, elle te saute dans les bras et en effet, c'est un peu le meilleur moment de la journée. Donc, mais tu vois, il y a une période aussi dans la parentalité qu'on prend pas en compte, c'est pas linéaire.
Nos enfants, quand ils sont ados, c'est sûr, ils n'ont pas le même besoin qu'on soit présent H24 avec eux que quand ils sont dans la toute petite enfance, où effectivement, c'est pas là où on devrait faire ces choix-là. Je sais plus, c'est des copines qui m'avaient partagé je sais plus, une vidéo ou un post sur Instagram cet été qui disait en fait, vos enfants, vous les connaîtrez, a priori si tout va bien, vous les connaîtrez la majorité de votre vie quand ils sont adultes. Et cette phase de l'enfance, c'est un moment qui va passer en 3 secondes, donc même quand ils vous agacent, quand ils font des caprices, quand ils crient, quand ils sont fatigants, voilà. Mais c'est un tout petit moment vraiment très court, mais privilégié, quoi. Mais c'est pas facile quand on est dedans. Oui, c'est vrai. Mais voilà, mais cette pensée-là de te dire, en fait, je les connaîtrais peut-être plus adultes que tout petits, voilà. Donc bon, mais pour répondre à ta question initiale, donc la parentalité, voilà, les ajustements après qu'on fait, c'est énorme. C'est pas des mauvais choix. Il y a pas de solution miracle. La solution, elle est politique. Elle se fait aussi au sein des couples. Elle se fait aussi, je pense, par une remise en question de la masculinité et de ce que les hommes font de leur vie et comment est-ce qu'ils dédient leur temps et ce qui est prioritaire ou pas pour eux. C'est pas facile. Il suffit pas de dire c'est bon, moi je m'en fiche, parce que voilà, on a l'éducation qu'on a et c'est très difficile de s'en défaire. Mais du coup, c'est vrai que c'est des inégalités qui vont s'ancrer, qui posent parfois des dilemmes un petit peu cruels de où je passe du temps avec mes enfants et je me mets dans une situation de dépendance où je maintiens ma carrière, mais en fait, ça n'a pas trop de sens pour moi de fonctionner comme ça. Les options sont pas forcément évidentes. Alors, tu as beaucoup de femmes qui passent freelance, indépendantes. Alors, t'en as qui arrivent à redéfinir complètement le modèle de la réussite, qui font autrement, qui font travailler leurs employés 4 jours par semaine, comme tu fais, et voilà, et tout le monde a fini à 17h, et c'est très intéressant. Et puis, t'en as qui vont être les variables d'ajustement en chef. Parce que, ou même juste quand tu passes à 80% ou à temps partiel plus court, ou que t'es indépendante, t'as le temps. C'est ça, l'argument. C'est, oui, mais toi, tu bosses pas ce jour-là. Oui, mais toi, tu peux finir plus tôt. Oui, mais toi, tu peux commencer plus tard. Et ça, petit à petit, ça peut vraiment rogner aussi notre espace de travail, voilà, et notre individualité, par extension. Mais vu que tu veux le faire parce que c'est bien pour tes enfants, t'as envie de passer du temps avec et tout, c'est dur aussi. En fait, c'est dur de mettre des propres limites, des limites dans sa propre famille. C'est pas facile. Mais c'est quand même... ça devrait être tout aussi important, tu vois, que les hommes qui disent j'ai pas le choix, j'ai le travail, j'ai la réunion à 17h, c'est ma carrière, et que leur travail soit une cause familiale. Moi, je trouve ce terme de cause familiale, je sais pas, il y a vraiment un truc à questionner là-dedans, et que même quand t'as pas une grosse carrière, des grosses responsabilités, que t'es à temps partiel, que t'es indépendante, mais c'est tout aussi important en fait que la carrière de ton conjoint, du père ou de la mère de tes enfants. Enfin, tu vois, ça devrait être à égalité. J'avais tourné un épisode sur la micro-entreprise et la bombe à retardement que c'est pour les femmes. Donc, si vous êtes intéressé, que vous êtes sur ces sujets-là, écoutez-le. On vous mettra les liens dans l'épisode. On parlait des inégalités un peu invisibles ou qui se créent au moment des congés paternité et maternité. Est-ce que les chiffres montrent que ça se rattrape ? Ça se rattrape. Est-ce que les femmes arrivent à récupérer le retard qu'elles prennent un jour ? Ou c'est définitif ? J'ai l'impression d'être super déprimante quand je cite ce chiffre, mais t'as l'INED qui a fait une étude pour montrer qu'en fait, l'arrivée d'un enfant, c'est 30% de perte de salaire sur la carrière, quoi. Donc, ça se rattrape pas. T'as des femmes qui vont sûrement le rattraper. T'as des femmes aussi, ça c'est intéressant, qui disent qu'en fait, la maternité a été un accélérateur de prise de conscience, que leur lieu de travail, l'entreprise dans laquelle elles bossaient, n'était pas un lieu où elles pourraient s'épanouir à long terme. N'était pas un lieu qui les reconnaissait à leur juste valeur. Pas forcément parce qu'elles étaient placardisées, mais parce que... il y en a qui sont plein qui sont placardisés, mais parce qu'en fait, c'était pas compatible, ça ne marchait pas. Et du coup, elles disaient, en fait, j'ai gagné du temps. Je vais aller, alors, ou vers le statut d'indépendante, ou vers un autre métier, ou vers une autre entreprise, mais... Voilà, en fait, à long terme, elles ont l'impression d'avoir gagné en clarté.
Après, c'est compliqué de trouver un endroit qui soit mieux. Tu vois, et souvent, la solution, c'est de monter soi-même son propre truc, mais en t'exposant quand même à de la précarité économique, parce que c'est pas facile de gagner sa vie en indépendante. Est-ce qu'elle rattrape ? Non, pas vraiment en fait. Hein. Enfin, tu vois quand même que, en plus, quand tu arrives à un âge où tu pourrais être plus disponible parce que tes enfants sont adolescents, parce que potentiellement tu as divorcé, parce que tu as plus d'expertise, tu as de l'expérience. Donc, tu vois, arriver 45, 50, 55 ans, les femmes au travail, elles peuvent vraiment détonner. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On les oublie, on ne les voit plus, on ne les promeut pas, on les remplace par des femmes plus jeunes. Tu vois ? Et là, il y a énormément d'amertume. Parce que t'as beaucoup de femmes qui ont dit « Moi, je me suis pliée aux règles du jeu. J'ai tout bien fait comme on m'a dit. J'ai embauché des nounous. J'ai pas compté mes heures de travail. J'ai rien dit quand j'entendais des remarques sexistes. J'ai montré pas de blanche. J'ai bossé 2 fois plus pour obtenir moins. Et le moment où je suis censée récolter, passe à autre chose. En fait, voilà, on passe à autre chose et on m'écarte et on me fait comprendre que je suis fatiguée. Alors que l'âge, pour un homme, dans sa carrière, c'est comme le vin, tu vois. Il se bonifie. C'est comme Georges Clooney. C'est comme Georges Clooney, exactement. T'as les cheveux gris, t'as plus d'expérience, t'as plus de savoir, t'as plus de sagesse, t'as plus de recul, t'as plus de hauteur, tu vois, t'as beaucoup plus de choses. Donc tu sembles plus légitime pour après grimper les échelons. Et le plafond de verre, il existe pour les femmes. Donc en fait, est-ce que tu le rattrapes ? Non, malheureusement. Pas encore. Pas encore. Mais là, on est sur un truc... si tu te réfères à la carrière modèle pensée au masculin, où il faut travailler beaucoup, il faut gravir les échelons, avoir des responsabilités et gagner beaucoup d'argent. Et je pense que tu as beaucoup de femmes qui font autrement et qui sont plus heureuses. Et qui arrivent quand même à gagner aussi bien leur vie. Mais c'est périlleux. Tu vois, quand tu changes de job, parfois entre 2 enfants, parce qu'évidemment, c'est pas... tu fais tes enfants en une fois et après, c'est bon. T'as des vagues voilà. Donc, pour arriver à concilier avec un petit enfant, peut-être un bébé en plus, peut-être un autre bébé en plus, si en plus tu peux passer par des difficultés de procréation avec des parcours PMA qui sont aussi éprouvants, chronophages et coûteux. De pas lâcher sa carrière, de tenir bon, de pas... Tu vois, c'est... Voilà, je pense qu'il faut pas non plus se mettre toutes les injonctions en même temps sur les épaules et c'est pas grave de pas avoir la même carrière que les hommes au final, tu vois. Mais c'est injuste, par contre. C'est injuste. Je pense que c'est le mot qui caractérise un petit peu quand même ton essai. C'est normal, mais après, quand tu as les chiffres, c'est implacable. Tu réalises l'injustice du mécanisme. Concrètement, si on est en couple, qu'on est dans un couple classique, c'est-à-dire que l'homme gagne plus que la femme, quelle discussion on doit avoir et quel mécanisme on doit appliquer pour que ce soit le plus juste possible? Je redirais en introduction qu'il n'y a pas une solution magique type, parce que voilà, on a des rapports à l'argent différents. Donc, je vais pas parler du mariage, de faire communauté de biens séparés et tout. Ça, c'est des choses qui ne me regardent pas. Mais voilà, avoir conscience quand même de ce que chaque régime implique et quand même se dire, c'est sain de se poser la question, si demain l'un de nous deux meurt, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en termes de protection ? La pension de réversion, on y a droit, donc c'est 50% de la retraite de ton conjoint qui décède. Tu n'y as droit que quand tu étais marié. L'allocation veuvage, tu n'y as droit que quand tu étais marié aussi. Bon, c'est quand même si tu te sépares et que tu n'es pas marié, il n'y a pas de prestations compensatoires, il n'y a pas forcément de répartition financière des biens. Donc voilà, là, chacun repart avec ce qu'il a pris et ça peut être dur. Mais donc concrètement, hormis ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir une... Alors, bon, déjà, 50-50, pourquoi pas, mais si on fait 50-50 sur tout.
les tâches domestiques, si on a les mêmes revenus, si on s'occupe en temps des enfants et tout. D'accord. Mais là, je te disais, c'était dans le cas où Ah oui, le l'homme monsieur gagne. ouais. Okay. Alors un cas classique, quoi. Ouais, quel classique. Donc déjà, ne pas faire 50-50, du coup, dans ce cas-là. Le prorata, c'est quand même le système le plus juste. Donc chacun paye à la hauteur de ses revenus. Tu vois, on additionne les revenus, ça fait un total. Donc moi, mes revenus, ça représente 30%. Donc je vais payer 30% des courses, des meubles, des vacances, des trucs, tu vois. Enfin, je dis 30%, mais voilà, qu'importe le montant. Ce à quoi il faut faire attention avec le prorata, c'est l'effet d'entraînement. Parce que souvent, c'est celui qui gagne le plus qui donne le là sur le niveau de vie. Et je prends toujours l'exemple des vacances. Toi, tu peux partir en camping dans la Creuse, admettons, mais ton mec, il a envie de faire des vacances à Cuba. Parce qu'il en rêve depuis toujours et tout. Et tu dis, oui, mais moi, les vacances à Cuba, ça va être un peu trop cher. Il dit, oui, mais c'est moi qui paye. C'est moi qui paye les billets d'avion. Toi, tu paieras les trucs sur place. On se dit, bon, c'est faire, tu vois. Je vais payer en gros 30% du voyage et lui 70%. Sauf qu'en fait, ces 30% du voyage à Cuba, c'est peut-être toujours plus que ton camping dans la Creuse. Et derrière, ça peut créer de la redevabilité. Parce que quand tu vas rentrer chez toi et que tu es de retour dans le quotidien et que tu as envie de demander à ton conjoint de faire la vaisselle, de faire les courses ou de gérer telle ou telle chose, tu vas dire, ouais, mais quand même, il m'a emmené à Cuba. Enfin, tu vois, ça fait un peu vache de lui demander derrière de faire, tu vois. Donc, en fait, le prorata, c'est le meilleur système, en l'absence d'autres, mais il ne faut pas que ça crée de la redevabilité. Parce que si ça crée de la redevabilité, c'est pas une vraie égalité. Tu vois, enfin, c'est pas une vraie équité. Tu dis, oui, mais du coup, je paye moins, donc je dois compenser ailleurs. Non. Parce que l'effort, pour toi, c'est le même. Voilà, c'est juste proportionnel à vos revenus. Mais ça, c'est très dur. Parce que si tu as le regard des autres, quand tu vis dans un grand appartement, pareil. Si toi, tu peux payer un appartement de 25 mètres carrés, et ton mec, il veut être dans 65, tu te dis, bon, d'accord, on va vivre dans 65 mètres carrés, mais tu payes plus de loyer. Mais bon, est-ce que toi, ça va quand même pas te coûter plus? Et puis, quand tu as des amis qui viennent et qui disent, ah, ça va, t'as choisi le bon cheval. Tu vois, c'est des trucs où t'as toujours un peu cette suspicion de la femme profiteuse, tu vois, qui bénéficie des largesses de son conjoint, alors que c'est plus compliqué que ça quand même, et que c'est très injuste. Donc ça, voilà. Mais le prorata, si on veut pas se marier, faire un testament. Enfin, voilà. Mais là, pareil, le rendez-vous chez le notaire en posant les questions bêtes, très bien. Je renvoie aussi au compte d'Héloïse Boll, Oseille et compagnie, qui parle super bien de tout ça et de toutes ces choses, tous ces contrats qu'on valide sans même les lire, en fait, tu vois, voilà, et les conséquences que ça peut avoir. Après, moi, ce que je trouve intéressant pour avoir une conversation sur la gestion du budget, c'est de penser à l'envers, c'est de penser à l'épargne dont chacun a besoin plus qu'à notre pouvoir d'achat. Parce que souvent, on dit, toi, tu gagnes tant, moi, je gagne tant, on va dépenser tant, et voilà, et on met dans le panier et ça va rouler. Mais c'est intéressant de se dire, en fait, toi, combien est-ce que tu as besoin d'épargner? Parce que là, ça va dire d'autres choses sur notre rapport à l'argent et sur notre passif. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui gagne pas beaucoup, mais qui sait qu'il va y avoir de l'héritage familial derrière. Donc, il s'en fout de l'épargne, tu vois. Et quelqu'un qui gagne beaucoup plus et qui dit, oui, mais moi, j'ai pas d'héritage familial derrière. Et dépenser plus, alors que toi, tu vas avoir de l'héritage familial et que, voilà, moi, il y a un truc qui me gêne. Et du coup, moi, j'ai besoin d'épargner. Et en fait, quand tu parles de l'épargne, tu parles de tes projets de vie. Qui peuvent changer. T'as rien d'immuable, mais ça va être, moi, voilà, j'ai besoin d'épargner si un jour on veut faire un grand voyage, si on veut prendre une année sabbatique, si on veut payer telles études à nos enfants, si j'ai besoin d'investir. Tu vois, notamment quand t'as le plus petit revenu, de dire, moi, j'ai besoin de sauvegarder plus d'épargne pour investir, pour préparer ma retraite, parce que je sais que ma retraite, elle va être très basse. Donc, il y a un enjeu aussi même de vie commune pour nous après, derrière. Parce que si j'ai une retraite toute petite, ça va peser sur toi. Enfin, tu vois, tout est un peu imbriqué. Mais de se dire, voilà, j'ai besoin d'épargner pour m'acheter tel truc important ou pour un jour peut-être monter mon entreprise. En fait, tu peux avoir plein de projets différents. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu parles de tes besoins, de ce qui te fait peur, de ce qui te rassure.
Et tu parles de projet de vie. Et c'est quand même plus intéressant que de parler de zéro sur un compte en banque, ce qui là renvoie un peu plus au truc de amasser l'argent, truc un peu vénal, de juste garder son petit argent pour soi et tout. Et tu vois, alors que c'est pas ça. C'est rarement ça le sujet, tu vois. C'est vraiment. Et même si c'était ça. Ça permet de bien dormir, tu vois. Chacun est différent là-dessus. Donc moi, je trouve que partir de l'épargne, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Ça fait voilà. Mais du coup, tu vois, par exemple, ça peut donner des logiques différentes. Donc si il y a une augmentation de salaire, s'il y a une augmentation de revenus, bah du coup, c'est quoi la logique ? Est-ce que on augmente l'argent qu'on met dans le panier commun et on va faire plus de sorties, plus de restos, plus de nounous, plus de vacances ou que sais-je ? Ou est-ce qu'on garde le même budget parce que notre train de vie nous va comme ça et qu'on n'a pas besoin de, tu vois, envoyer de l'argent, voilà. Et on a plus d'épargne, tu vois. Et voilà. Et ça nous rassure par ailleurs sur tel ou tel point. Moi, c'est voilà, prorata et en parlant de l'épargne, je trouve ça intéressant. Après, il faut évidemment aussi mettre sur la table le temps de travail domestique et parental. C'est pas facile, hein. Mais c'est quand même dire, bah là, si je compte sur ces 2-3 dernières semaines, qui allait chercher les enfants, qui a fait ci, ça, qui a... Voilà. Et du coup, ben, ça me fait finir plus tôt, ça me fait commencer plus tard. Le mercredi, tu vois... Enfin, c'est quand même fou, quoi, le trou du mercredi, comment tu le gères. Enfin, tout ça... Moi, j'ai dit, attends, ma commune a refusé nos demandes du mercredi dans notre centre aéré de secteur. Ouais. Et donc, il m'a envoyé à un truc à 20 minutes de route de chez moi. J'ai 3 enfants. Je dis, bah non, en fait, je peux pas. Donc, je me retrouve à garder mes enfants parce que la commune n'a pas assez de place au centre aéré autour de chez moi. Et t'es là, mais moi, je peux me permettre d'ajuster. On se débrouille avec les grands-parents et je vais les garder. Mais tu dis, tout le monde n'a pas cette flexibilité, en fait. Et en fait, le périscolaire, c'est 8 enfants sur 10 qui sont pris. Qui sont dans une commune qui est équipée. Avec une offre périscolaire. Donc, ils habitent dans une commune qui offre du périscolaire. Mais après, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc, il n'y a pas 100% de place pour tout le monde en périscolaire. Voilà. Et puis après, bon, bah, est-ce que... Enfin, ça, c'est la question de la capacité. Et puis après, tu as la question de l'envie. Est-ce que tu as envie de mettre ton enfant au périscolaire, tu vois mais bon, c'est... Franchement, je dis ça sans jugement parce que moi, par ailleurs, j'ai eu des parents qui travaillaient... beaucoup. J'étais au périscolaire où, tu vois, c'était une nounou qui venait nous chercher avec ma sœur. On n'en a pas souffert. On s'est pas senti mal aimé par nos parents et tout. Mais après, ils se sont beaucoup occupés de nous quand même quand on était toute petite et par ailleurs. Donc, c'est pas pour faire culpabiliser les parents, mais tu vois, moi, une question quand même que je me pose, c'est parce qu'on se demande beaucoup à quel point c'est subi de garder ses enfants, de devoir rogner son temps de travail. Et c'est une question que je pose beaucoup moi-même, hein, si tu veux, c'est voilà. Mais on devrait, je pense, la poser dans le sens inverse. À quel point c'est subi d'aller au travail, alors qu'en fait, t'as des enfants en bas âge que t'as envie de voir, tu vois. C'est aussi l'envie des parents de voir, même si, oui, ils sont fatigants, tu vois, mais quand même. Et ce temps-là, ouais, ça passe. Moi... tu vois, j'ai une fille de 2 ans, je suis indépendante. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où je me dis, mais comment on aurait fait si on était tous les deux salariés ? Parce que mon mec est salarié et a des horaires décalés en plus. Donc parfois, tu vois, c'est des soirées, c'est des week-ends. Et il y a tellement de fois, tu vois, où je me dis, mais comment font les gens, en fait ? Là, adaptation à la crèche, tu vois, des enfants qui hurlent parce que, en fait, il n'y a pas le choix. Et leurs parents retournent travailler et voilà. Et c'est un peu dommage pour tout le monde, en fait. C'est clair. Et c'est marrant parce que tu vois, ton essai sur le prix à payer du couple, dès que tu abordes la parentalité, du coup, tu percutes forcément avec le monde du travail. Mais oui. Ces 2 sujets-là sont forcément liés. Ça se tient la main. Ouais, et ça. Ouais. Ton essai, du coup, est la suite logique du prix à payer. Ouais. Mais c'est vrai que, regarde, là, aujourd'hui, je m'étais dit, on avait parlé du couple, mais en fait, on parle quand même beaucoup de l'organisation du travail. Bien sûr, qui n'est pas pensé pour les familles. Je dis même pas les femmes, mais les familles, parce qu'il faudrait parce que les hommes aussi bien sûr.
Ouais, c'est-à-dire que dans le prêt à payer, je parle beaucoup du coût de la parentalité. Et même, tu vois, moi, j'ai du mal à dire le coût de la parentalité. C'est le coût de la quand on dit, maternité. voilà, et même le coût de la maternité, parce que pour moi, oui, si tu veux, si on veut pas se prendre la tête et parler rapidement, on dira ça. Mais c'est pas être mère le problème, c'est pas le coût de la maternité, c'est le coût du sexisme au travail. Tu vois, c'est vraiment. Oui, là, on dépose sur les épaules des femmes le dire, problème. avoir des enfants, ça limite la carrière. Mais non, c'est vos règles du jeu à la con qui limitent. Enfin, je suis d'accord. Il y a combien 100%. De gens qui font des enfants chaque année, tu vois? Enfin, c'est quand même pas. Et c'est là où c'est hyper injuste parce qu'on fait passer au travail, on fait passer les femmes pour des éléments minoritaires, pour des profils très particuliers, tu vois, et que du coup, si on ajuste trop, c'est faire du favoritisme, où on se dit si tout le monde faisait comme ça, on s'en sortirait pas. Oui, mais en fait, c'est la vie de tout le monde. Et ça tient sur le travail invisible des femmes qui sont exclues par le monde du travail. Donc, il y a un truc qui va pas. Enfin, ouais. Mais donc, dans le prix à payer, si tu veux, moi, je parlais évidemment du coût de la parentalité, on va dire, sur le travail, dans le coût du couple, économiquement pour les femmes, parce que on fait plus les variables d'ajustement. Voilà, donc ça s'étaye. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix, au sein d'un couple, de faire les variables d'ajustement? Parfois oui, parfois non. Parfois, on est dans des modèles de travail, de carrière, qui rendent la chose très, très difficile. Et c'est un peu injuste de renvoyer... Enfin, c'est un peu facile de renvoyer au couple en disant vous avez qu'à moins travailler tous les deux. Bon, le travail, c'est politique aussi. L'intime, c'est politique. Le travail, c'est politique aussi. Et la parentalité, c'est politique aussi. Tout est politique. Mais si tu veux renvoyer ça à des questions de développement personnel ou de choix individuels, à un moment, c'est trop insatisfaisant. Et c'est, tu vois, se masquer les yeux, c'est comme quand on parle du temps partiel des femmes, dire oui, elles ont qu'à passer à temps plein. Mais en fait, elles trouvent que si tu veux, le temps partiel, on a l'image que c'est quelque chose de choisi pour concilier avec les enfants. Mais la majorité des femmes à temps partiel, c'est des contrats courts, où elles sont obligées de cumuler plusieurs contrats à temps partiel. C'est très mal rémunéré. C'est une forme de travail qui s'est développée dans les années 90 pour répondre aux besoins de rush. Tu vois, tu mets une caissière ou deux en plus à cette heure-ci parce que c'est le moment de rush, mais tu vas pas l'employer sur toute la journée. Donc, elle va essayer de chercher un autre contrat à temps partiel. Et parfois, c'est des métiers où tu commences très tôt, tu finis très tard. C'est pas du tout pratique pour concilier. Tu dois changer le lieu de travail. Et voilà, et tu comptes pas le temps de transport, le temps d'achat. Donc, ça, c'est la grande illusion, tu vois, aussi sur le temps partiel et la grande illusion en général sur le travail des femmes. Donc, faire de ces questions-là juste des choix individuels, c'est se leurrer, je pense. Et ne regarder aussi que la partie immergée de l'iceberg. Parce que qui peut avoir le choix de faire tout ça? C'est souvent CSP+, privilégié, délégué, des nounous, des machins. Oui, non, mais attends, en fait, tu peux pas faire du télétravail. Oui, non, mais il y a plein de métiers qui se font pas en télétravail, tu vois. Donc, voilà. Et interroger ça. Et moi, je te dis ça, ça fait des années que... je donne des conseils de coaching, je suis aussi coach en vie professionnelle pour les femmes et j'y crois aussi. Si tu veux, l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'une fois que tu as dit ça, tu dis quoi? On attend 136 ans, l'égalité, tu vois, merci. Et faire du coaching, par ailleurs, c'est poser soi-même ses limites, apprendre à s'affirmer, dire non, se demander ce qui est vraiment important, sortir des attentes des autres, sortir des injonctions aussi. Donc, c'est toujours très bien de le faire. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est énormément de culpabilité des femmes qui disent j'ai pas compris, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah bah oui, mais bon, c'est moi qui me suis mis à temps partiel. Donc bon, d'un côté, voilà, c'est à moi d'assumer. Et il y a un moment où, tu vois, d'où ce nouvel essai, je me dis, mais en fait, c'est pas à nous de changer. Et c'est pas nous le problème. C'est le monde du travail qui doit changer. Et c'est le couple aussi qui doit changer. Ça, c'est quand même le propos du prix à payer. Et dans la BD, on a ajouté à la fin, par rapport à l'essai, tu as quand même cet ajout de page toute rose sur comment ça se passerait si on s'aimait autrement.
Tu vois, si on ne demandait pas aux femmes de modifier leur corps en permanence pour être désirables, si on reconnaissait la valeur du travail domestique et parental, si les hommes n'étaient pas aussi, eux, coincés dans toutes leurs injonctions, franchement, les pauvres, quoi. Parce que je sais que voilà, c'est... Alors, on subit quand même un coût économique largement supérieur, si tu veux. C'est pas histoire de dire on souffre au même niveau, non. Mais nous, on a plusieurs piliers dans notre vie pour construire notre identité, tu vois. Et parfois, j'ai l'impression que les hommes, eux, ils ont un pilier qui est le travail. Et s'il n'y a pas ça, tu vois, bah, tout s'écroule ou tout est bancal. Il n'y a pas trop la place pour d'autres choses. Et en fait, ils ont une partition hyper réduite. C'est vachement triste pour eux. Enfin, je trouve. Donc, tout ça, réinventer le couple et réinventer le travail, c'est vraiment le faire au bénéfice de toutes et tous, quoi. Voilà. Je parle trop, faut m'arrêter. Ah non, mais je pense qu'on a bien balayé tout ce qu'il y avait à voir. Non, mais parce que en vrai, les deux sujets se télescopent là aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup à dire. Parce que l'impact du couple, enfin de la parentalité, dans le cadre du couple, économiquement pour les femmes, ça se traduit par les ajustements de carrière et le temps gratuit. Mais repenser le temps gratuit et le temps de la carrière, bah, du coup, ça amène à repenser le travail, si tu veux. Vraiment, pour moi, les deux communiquent. Et des deux côtés, l'argument il faut faire comme si et développement personnel n'est pas satisfaisant. Ça peut aider, tu vois, comme aller voir un psy en couple, c'est bien, ça peut aider et tout, mais en vrai, il faut changer l'éducation des filles et des garçons, tu vois. Faire du coaching pour ton travail, c'est bien, mais en vrai, il faut changer les règles du jeu pour tout le monde. Mais en attendant, on a des outils et on fait avec ça. Ouais. Et déjà, si vous lisez ça, vous aurez juste conscience de ce que sont les inégalités dans le couple pour après, voilà, ajuster, bâtir autrement et réfléchir autrement. Prendre conscience de ces inégalités parce que souvent, on s'en rend même pas compte, quoi. Et nous, on a fait une BD drôle. Donc, en apparence inoffensive. Tu vois, aussi pour que les hommes, on sait qu'ils ne l'achèteront pas. Mais ils vont mettez-les dans les toilettes. Voir exactement. Dans les toilettes. Ouais. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Voilà. Et si vous êtes vraiment face à quelqu'un de réticent, vous arrachez la couverture. Comme ça, il y a juste des pages, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Il n'y a pas couple hétéro sur... C'est facile à lire. Voilà. Et comme ça, ils pourront rire et réfléchir. Merci beaucoup, Lucille. Merci à Tiffany d'avoir aussi dessiné cette BD. Mais merci pour toutes tes connaissances, ton savoir. J'espère que ça initiera des conversations, ça déclenchera, tu vois, des petites prises de conscience. Ouais. Et puis, on va attendre 137 ans. On va attendre. Merci pour l'invitation, en tout cas. Merci à toi, Lucille. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.